Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici sur 11e art. Vous faites actuellement face à deux privilégiés, puisque évidemment, premièrement, nous sommes des hommes blancs d'une trentaine d'années hétéros. C'est sûr, ouais. Et en plus de ça, ce studio est équipé d'une climatisation, ce qui change à peu près tout dans cette période un petit peu trop compliquée pour travailler. J'avoue que préparer les chroniques sous 35 degrés, c'est pas ce qu'il y a. Ouais, mais t'es venu à vélo? Ouais. Bah, je t'ai trouvé frais en arrivant. Ah ouais, ok. ouais. Non, mais t'as dû doser l'effort bien comme extrêmement il faut. frais, ouais. Non, mais c'est dur, ouais. Ouais, c'est un peu compliqué, Mais du coup, on est dans le contexte des États-Unis un peu. On est dans le contexte des États-Unis, voilà, le stress thermique. Vous avez vu peut-être le match de la France qui a été retardé, puisqu'on enregistre ce soir-là, qui est symbole de tous les risques climatiques qu'il y a dans cette compétition. Je vous invite à aller réécouter l'émission en question. On avait dit que organiser une Coupe du Monde dans une zone où il y a beaucoup d'orages, c'était pas la meilleure idée. Des orages, des ouragans et des tornades. Oui, entre autres. On commence gentil avec les orages, quoi. Exactement. Aujourd'hui, Alex, 6 matchs, puisqu'on est rentré dans la 3e journée de nos phases de poule, déjà depuis quelques jours. Équateur-Allemagne, Curaçao-Côte d'Ivoire, qui auront lieu à la même heure. Tunisie-Pays-Bas et Japon-Suède un petit peu plus tard. Et un match qui ne sert à rien, le Turquie-États-Unis, puisque la Turquie est sûre d'être éliminée et les États-Unis sûrs d'être premiers, en même temps que le Paraguay-Australie, qui lui, pour le coup, sera un match à gros enjeux pour la 2e place du groupe. Et donc on va s'arrêter nous sur ce Japon-Suède, qui lui aussi est un match en jeu, avec une équipe à 4 points, une équipe à 3 points. Et surtout parce que c'est un match qui a une symbolique très importante d'un point de vue historique. Ouais, tout à fait, parce que c'est pas la première fois que ces deux équipes se rencontrent. La première fois, c'était au JO de 36 à Berlin. Alors c'était pas une Coupe du Monde, mais vous allez voir que c'est un match qui a une très haute valeur historique et symbolique pour le Japon. Déjà parce qu'à l'époque, je vais pas vous refaire les JO de 36, hein. Vous savez tous qu'à l'époque, Hitler organise ça. Jesse Owens, etc. Voilà, exactement, pour montrer la suprématie de la race aryenne sur le reste du monde. Et le Japon, contrairement à d'autres pays comme l'Espagne, la Grande-Bretagne et la France, n'est pas du tout contre cette compétition. Il faut savoir que les pays que je viens de citer menacent de boycott. Bon, on connaît le courage des Occidentaux, ils vont tous participer. Mais le Japon, lui, en tout cas, voit cette compétition comme un bon moyen de se rapprocher des nazis parce qu'ils ont commencé à s'étendre et ont envahi la Mandchourie, qui est une région du nord-est de la Chine, dès 1931. Donc, ils voient ça de bon augure que ça se passe là-bas. Et ils vont donc vraiment impérialiste, quoi. Ouais, exactement impérialiste, c'est le mot que je cherchais. Et donc le Japon arrive avec pas mal d'enthousiasme à cette compétition. Ok. Et du coup, footballistiquement, à ce moment-là, qu'est-ce que ça dit le Japon? Qu'est-ce que ça raconte? Bah pas grand-chose, hein. Le foot vient à peine de s'organiser dans le pays. La fédération japonaise, elle existe que depuis une dizaine d'années. Et c'est la première fois qu'une sélection japonaise dispute un vrai tournoi international hors d'Asie. C'est même la toute première participation d'une nation asiatique au tournoi olympique de football. Donc sportivement, il n'y a aucune référence, aucun passif, et l'équipe, elle arrive comme la grande inconnue de cette compétition. C'est même limite un peu paradoxal qu'Hitler ait accepté des Asiatiques pendant une compétition comme ça, étant donné son rapport à la suprématie blanche. C'est vrai, mais il y avait sûrement des alliances à tisser plus intéressantes qui ont eu leurs petits effets quelques années plus tard pendant la guerre. Complètement. Mais du coup, au vu des performances footballistiques du Japon, on ne s'attend pas à grand-chose pendant cette Coupe du Monde? Non, pas du tout, sauf qu'il va se passer un truc assez incroyable. Alors le Japon, comme je vous l'ai dit, est opposé à la Suède, qui est une des favorites de la compétition, parce qu'à l'époque, la Suède, alors vous savez, les JO, on n'a pas le droit de ramener des joueurs professionnels. À l'époque, c'est même, on ne peut jouer qu'avec des équipes amateurs, et la Suède est une équipe amateur. Donc là où ça paraît un peu contre-intuitif, mais là où les grandes nations vont envoyer des équipes de seconde zone, la Suède va envoyer sa meilleure équipe, qui reste une équipe amateur, mais qui en fait de facto une super équipe par rapport aux autres inscrits dans cette compétition. C'est sur un match qui est plutôt déséquilibré, quoi. Ouais, exactement. On s'attend à un désastre, sauf que le Japon est mené à la pause 2-0. Et là, miracle, en seconde mi-temps, le Japon revient et finit par gagner. La surprise est totale et on parle d'un mythe qui porte un nom, c'est le miracle de Berlin, qui a été fondateur de l'histoire footballistique du Japon, et dont on parle encore aujourd'hui, et ça va laisser une autre trace dans l'histoire, parce que le Japon ne joue ni en rouge et blanc comme le voudrait son drapeau, mais il joue bien en bleu,
le bleu qu'il porte encore aujourd'hui. Ok, et pourquoi ce bleu? Et en fait, ce bleu, il apparaît dans les années 30. À l'époque, et c'est vous dire le niveau de la sélection, mais elle est encore portée par l'équipe universitaire impériale de Tokyo. C'est pas un choix symbolique, hein. Ils se disent pas en 36 on va jouer en bleu parce que c'est plus un hasard qui fait que. Sauf que cette couleur, elle va rester associée au football japonais pendant des années. Ils ont essayé par la suite, dans les années 70-80, de revenir au blanc et rouge, mais à chaque fois, il y a eu des défaites. Ok. Et donc, ils vont décider, grâce à cette victoire C'est contre un la peu un Suède. truc superstitieux, quoi. Ouais, c'est ça, Ok. un peu une croyance, mais qui fait que le bleu va rester de façon définitive. Ce sera acté beaucoup plus tard, mais en tout cas, c'est ce match-là qui fait. Et tu sais pourquoi le bleu était la couleur de Non, ça, l'université? Non, je sais pas. ouais, Ok. j'ai creusé, effectivement. Non, mais c'est une bonne question, j'ai creusé, mais j'ai pas su D'accord, répondre. Ouais. ok. C'était peut-être Si- les couleurs de l'université à l'époque. Si certains ont la je sais réponse, pas. n'hésitez pas dans les commentaires. Carrément. On sera très curieux de savoir tout ça. Comment se passe la compétition à part Bon, ce match du coup? le rêve s'arrête très vite parce qu'ils rencontrent l'Italie en quart de finale, ils vont perdre 8-0. Ouais, Donc, l'Italie qui est championne du monde en titre Ouais, à ce c'est moment-là. ça, ouais, en 34. Retour à la Qui réalité. vit sous l'Italie qui à ce moment-là est une grande démocratie, hein. Ouais. Il faut le savoir. Oui, Les JO, bah. déjà la Coupe du Monde 34 était vraiment un symbole de démocratie. Ouais, tout Là, à les fait. JO de 36 pareil. Donc, Ouais, voilà. ouais. Ironique Et, évidemment, on est sous Mussolini. C'est bien pas sûr, très- et eux, ils ont jamais menacé de boycott les Non. JO. Bah non, bah non, a Eux priori, aussi ils sont étaient venus plutôt contents, avec, ouais, c'est ça, Un avec, peu chargés, peut-être avec même. beaucoup de plaisir. Des petites vacances à Berlin, ça va être sympa. Mais en tout cas, ce qui va suivre est beaucoup plus radical, hein, parce que le Japon se lance dans la guerre, comme vous le savez tous. Ils envahissent la Chine en 37, puis le conflit qui devient mondial. Mais ça, je ne vais pas vous le rappeler, hein, tout le monde l'a bien en tête. Et il va purement et simplement être exclu par la FIFA à partir de 45 et il reviendra que dans les années 50. Ok. Et du coup, comment, je suppose que la suite de ton histoire se passe à ce moment-là, dans les années 50, comment est-ce que le Japon va revenir un peu sur le devant de la scène Eh ben, on ne peut pas le décorréler de ce qui va se passer pour le pays économiquement et Ok. au niveau de la politique. Parce que la première étape pour réintégrer... alors la FIFA réintègre le Japon, je vous le disais, dans les années 50, mais la reconstruction du foot, elle reste très lente parce que le pays est évidemment dévasté par la guerre. Donc il faut reconstruire des infrastructures et des structures professionnelles. Et tout reste artisanal pendant des années. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette reconstruction économique va être foudroyante pour le Japon. Oui, c'est la période des 30 Glorieuses. Ouais, c'est c'est aussi ça. le cas là-bas. Alors nous, on l'a appelé les 30 Glorieuses, mais eux, c'était j'en parlerai après, mais l'explosion du PIB était le double de ce que nous, on a connu. Ah ouais, donc ok. c'était les super Ah ouais, 30 Glorieuses, c'est- tu vois. Mais dans les années 50, en gros, sous l'impulsion du Premier ministre Yoshida, le Japon fait un choix politique. Déjà, il délègue sa défense à 100% aux États-Unis pour se concentrer seulement sur l'économie et sur l'industrie. Ok. Et du coup, ça donne quoi concrètement comme c'est très axé économie, je suppose que la population va aussi Mettre la main à la pâte, mettre quoi. la main à la Ouais, pâte, ouais, bah là, plus que ça. En fait, et c'est assez fou, j'ai pas souvenir d'un pays qui ait fait ça, mais les grandes entreprises... Pourtant, tu es un grand historien, tu connais quand même l'histoire de beaucoup, Ouais, beaucoup t'as de raison, pays. Ouais. vraiment cette phrase ne sert à rien, quoi. En tout cas, l'anecdote est assez, Alors, assez j'ai impressionnante. fouillé dans Ouais, au c'est plus clair. profond de mon Ouais, c'est cerveau vrai. et j'ai rien trouvé là. Pourtant, je commence à être expert de l'Ouzbékistan. Ouais, mais, c'est vrai. Le mec Non, est mais à une IA, force de dit tout creuser, seul. tu vois, en fait, je comprends les débiles des plateaux télé, tu vois, parce qu'à force de mettre ton nez partout, tu crois que tu sais des trucs, Oui, alors c'est qu'en vrai, fait, c'est vrai. jamais douter qu'on ne sait rien. Et on embrasse France Piron. Ah ouais. Ouais. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc les entreprises vont signer des pactes avec les salariés et c'est assez fou, c'est qu'en échange de leur loyauté, on leur promet le travail à vie. Donc toi, par exemple, Valentin San, Ouais. tu sors de la guerre et tu bénéficies d'un emploi à vie, d'une formation continue payée et d'une augmentation de salaire automatique liée à ton ancienneté Ok, sous certaines conditions. très bien. Qui sont? Alors, j'espère que tu as un peu de temps. Ouais. Grossièrement, tu as donné ton corps et ton âme à l'entreprise. Ouais, En c'est gros, ça. l'idée, et c'est ça qu'on connaît du cliché du Japon, crois que les je préfère le salariés chômage, qui... du coup. Comment? Je préfère le chômage du coup. Ouais. Si ça marche pas. Ce sera pas le même salaire, mais tu seras plus tranquille. Et je pense que Je ferai des podcasts. chômeur dans les années 60 au Japon, à mon avis, t'es pas très bien vu Ouais. parce que, alors évidemment, hein, c'est des journées à rallonge, plus de 12 heures, beaucoup d'heures sup qui sont pas toujours payées et faut pas partir avant son supérieur. Ça a beaucoup changé depuis. Hein. Là, je parle Dans les années 60 quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je prenez pas mes phrases comme des clichés. Je vous parle vraiment de cette période-là qui a fait naître tous ces clichés sur le travail
travail au Japon. Et il est évidemment très mal vu de partir avant son supérieur, même si tu as fini ta journée. Du coup, ça donne des scènes un peu cocasses où tout le monde reste au bureau, mais il n'y a plus grand-chose à faire. Donc ton travail, c'est ta vie, et ça va tellement loin que ce système, il produit un mot japonais qui s'appelle le karoshi. C'est la mort par surmenage, un terme qui apparaît dans les années 70-80. Donc c'est des gens qui carrément vont décéder de surmenage de travail, quoi. Ok, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'investissement dans le travail d'un point de vue macro comme ça? Ouais, c'est ça, parce que tu pourrais dire, c'est sympa, mais moi j'ai pas envie de me tuer à la tâche. Sauf que en fait, ça rentre un peu dans la culture japonaise de l'époque. Il y a deux notions qu'on va présenter ici. C'est le giri ou jiri, je sais pas comment on dit, je suis désolé. Je dirais mais giri comme ça, mais après ouais, je suis pas. Ouais, Je vais aller chercher dans mon histoire personnelle. Le giri, qui est donc l'idée du devoir moral, d'honorer tes obligations envers les autres, même si ça te coûte personnellement. Et l'autre, c'est on va dire gambaru, du coup, si on a Gambaru. dit giri. Ah ouais, putain, t'es fort, hein. Mais je regarde beaucoup d'animés aussi, c'est pour ça, Ah des ouais mangas et Ah, tout. je savais pas. Ouais. T'as le temps Un là, petit avec peu. les montages Non, là, et tout, du coup, un peu ouais, moins pas en ce trop. moment. Parce que sachez qu'on adore le foot, hein, et on adore faire ses chroniques, mais on aimerait bien regarder un match en entier une fois dans la journée, quoi. Parce que bon, là, on va pas vous mentir, il est 21h05. Ouais, On est il y a en un train match dans 1h30, a Ouais, priori, c'est on est ça. un peu Bon, ric-rac. on va faire ça vite. Ouais. Et donc le Japon, c'était super, salut. Et le gambaru, du coup, c'est l'idée de s'accrocher, de tenir bon, de jamais rien lâcher. Et ça, c'est une valeur positive au Japon. C'est pour ça que je te disais que tout le monde adhère. En fait, c'est que c'est presque une qualité morale. Plus tu t'accroches, plus tu mérites le respect. Et le sacrifice personnel, il n'est pas vu comme un problème, mais plus comme une vertu. Et donc, le lien avec le sport et le foot, on va y venir plus tard, hein, mais déjà, on le voit arriver, c'est assez évident. Le sport collectif où on doit souffrir pour triompher, faire preuve de discipline, de sacrifice, ça coche un peu toutes les cases, quoi. Ça ressemble à un bon concept capitalistique pour asservir un petit peu les ouvriers. Oui, mais avec une base culturelle forte, quoi. On n'est pas sur une dictature, quoi. Les gens le font bien volontiers. Oui, d'ailleurs, mais je crois que ça persiste encore au Japon. Il y a Bien toujours sûr, un petit peu cette idée-là. bien sûr. Et du coup, je suppose que surtout dans cette période-là de plein boom économique, ça marche plutôt bien économiquement. On parle de miracle économique entre les années 50 et 73, on vous en a parlé un peu en amont, mais le PIB japonais croît de 9,3% par an. À titre de comparaison, tu parlais des 30 Glorieuses. En France, on est à 5% par an, alors qu'on en parle comme la période faste du XXe siècle. Donc le Japon va quasiment 2 fois plus vite que la France à son pic de croissance. Mais tu te doutes bien que tout ça, ça a un coût, et t'en parlais un peu sur l'asservissement. On a parlé du karoshi. Le gouvernement ne publie pas de statistiques à l'époque. Les premiers chiffres qu'on trouve, c'est dans les années, c'est vers 1987, mais c'est un phénomène qui existe déjà à l'époque. À titre indicatif, en tout cas, en 2024, le gouvernement a communiqué sur un chiffre de 1304 décès et de troubles de la santé liés au surmenage. Et il y a plein d'autres associations qui, eux, communiquent des chiffres beaucoup plus importants, voire 10 fois plus importants. Mais en fait, juridiquement, c'est assez difficile déjà de prouver que c'est à cause du surmenage au que travail, c'est un karoshi. Ouais. Donc les chiffres restent un peu flous, mais c'est documenté, ça existe, et maintenant le gouvernement communique dessus. C'est dire comme les mentalités ont changé. Okay. Et du coup, si on rapporte tout ça à notre très cher football, ça donne quoi justement pendant cette période glorieuse? On sait que le Japon avait été exclu du coup des compétitions jusqu'en 1950. Comment est-ce qu'ils reviennent au plus haut niveau? En fait, ils vont pas revenir avant la Coupe du Monde 98. Ah ouais. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'énergie, elle est tellement ciblée sur l'économie et sur l'industrie qu'il ne se passe pas grand-chose en fait. Ça reste amateur, il n'y a pas de championnat. La première participation à la Coupe du Monde, c'est 98. Le premier championnat est créé en 93, c'est la G-League. Ah ouais, c'est très très tard. Ouais, c'est super tard. Et avant ça, en fait, le foot, c'est un peu comme l'Angleterre du 19e siècle. C'est des équipes qui appartiennent à des groupes industriels, tu vois. Okay. Et du coup, c'est pas des clubs, c'est des sélections sportives. Et quand la G-League est créée, ils vont faire un peu ce que font toutes les ligues un peu naissantes. Ils vont faire venir des stars comme Zico, comme Dunga, comme Lineker, pour un peu crédibiliser le championnat, quoi. Oui, même les entraîneurs, on se rappelle l'Arsène Wenger, alors qu'il n'avait pas la popularité qu'il a eu ensuite à Arsenal, mais c'était déjà un entraîneur. Ça lui a autant servi que ça a servi le Japon. Tout à fait. Et du coup, comment le Japon, qu'est-ce qui se passe pour le Japon à la Coupe du Monde 98? Alors, il faut d'abord remonter à un traumatisme. Alors, traumatisme, vu qu'on a parlé de la guerre en amont, on va peut-être y aller mollo sur les termes, on va dire par un choc, une déception, une très forte déception. Mais c'est qu'en 94,
93, pardon, le Japon est à 2 doigts de se qualifier pour son premier mondial. Ils ont un match à gagner contre l'Irak, c'est le dernier match des éliminatoires, et ils mènent à la 90e minute. Et finalement, l'Irak égalise, ce qui élimine le Japon, et c'est la Corée du Sud qui passe à sa place. Et ce match, il reste très fortement ancré dans les mémoires japonaises. On parle de la tragédie de Doha, parce que le match se déroulait à Doha. Et en 97, le Japon est à nouveau dans un barrage décisif. Donc là, tu vois, on retrouve un peu les préceptes japonais dont on parlait tout à l'heure sur le fait de jamais rien lâcher. Mais tout ça pour te dire que ça raconte cette histoire qui se lie quand même au travail et à la culture japonaise. Sauf que cette fois, ils sont opposés à l'Iran en Malaisie. Ils l'emportent 3-2 en prolongation au but en or. Et donc, on retrouve bien cette histoire de comment tu le disais déjà ? Gambaro. Ouais, c'est bien, j'aime bien. L'équipe. Gambaru. Je sais plus. C'était Non, un A, non, c'était un U. Ouais, c'était un U, ouais. C'était un U, ok, très bien. Ah non, c'était un A. Ouais, Gambaru. Gambaru. Ouais. Ouais, J'espère que, hein. je dis pas vrai. Il y a une chance sur une que je dise n'importe quoi. Ah oui, que non, les gens 100%. Moi, je m'enthousiasme et tout, c'est juste parce que je l'aime bien, hein, mais j'y crois pas du tout. Hein. Ça se trouve, il vient de lâcher une énorme insulte. Ah bah 100%. Ouais. Ouais, bah désolé à tous nos amis japonais. Et je le fais avec le ton qu'ils utilisent souvent dans les animés japonais. Ouais. Voilà. On va s'arrêter là. Ouais. Hein. Je me défends avant de me faire attaquer. Francisons les mots, à mon avis, c'est moins risqué. La Nouvelle-France, la vraie. Donc l'équipe rejoint la France, parce que vous vous rappelez tous que la Coupe du Monde 98 est en France, avec une équipe qui est en transition totale, parce que la J-League est naissante. Et à l'image de cette équipe en transition, on a le capitaine historique. Je rigole parce qu'on a fait plein de chroniques avec Val, et à chaque fois que je me lance sur un blast, c'est une catastrophe. Donc j'ai rigolé en amont, parce que je sais que je vais rater. Je n'ai rien dit. Ok, et on part sur Kazuyoshi Miura. Franchement, je l'ai hyper bien dit. Qui est la première. J'ai oublié une syllabe. Non, c'est très bien. Qui est la première star locale du pays, en fait, et qui va jouer jusqu'à ses 50 ans, donc qui est vraiment une légende là-bas, mais qui représente un peu l'ancien monde. Et à côté, il y a un jeune qui émerge, que vous connaissez. On se rappelle un peu plus déjà, je pense. Bah oui, c'est évidemment Nakata, qui va devenir le symbole de cette nouvelle génération et qui va représenter à lui tout seul cette transition. Tu veux nous retracer un peu son histoire ? Ouais, et c'est révélateur des structures du Japon et de ce pays qui est en train de se transformer. En fait, à l'époque, il passe pas par un centre de formation. Il a fait ses classes dans le système scolaire du pays. Et tout comme l'économie est un peu particulière avec ce contrat qui était lié entre les entreprises et les salariés, là aussi, c'est un système qui est très particulier parce que ça porte un nom, ça s'appelle le Bukatsu. Okay. Et en gros, c'est un système de club scolaire au Japon. Alors là, vous vous dites, bon, super, c'est en gros l'AS qu'on avait au collège. C'est surtout Captain Tsubasa. Ouais, exactement, 100%, mais en fait, tu vas voir que Olivier Tom, pour ceux qui ne connaissent pas en français. Tu vas voir que l'envers du décor est un peu moins beau parce que donc c'est les collèges et les lycées qui proposent des clubs, des associations, soit sportives, mais ça peut être aussi du chant, ça peut être plein de choses. Et la grande majorité des étudiants en intègrent un. Et bon, je te parlais de proposition, de club et tout ça. La notion de proposition, elle est quand même très relative. C'est-à-dire, pourquoi ? En fait, le ministre de l'Éducation propose ça comme une activité autonome et volontaire. Dans les faits, certains établissements l'imposent et c'est très mal vu finalement de ne pas y participer. Il faut savoir que du coup, ça donne des entraînements très intensifs, très tôt le matin, parfois le dimanche. Donc tu vois, on retrouve encore ce truc de tout sacrifier beaucoup bosser, pour l'activité. Et refuser, c'est aussi potentiellement se marginaliser, provoquer la colère des encadrants et des responsables. Et ça peut aller jusqu'à des exclusions de certaines compétitions. Oui, non, mais 100%. Il n'empêche que c'est ça qui va former la majorité des joueurs après. C'est ça, et notamment de Nakata, qui est passé par ce moule-là. Okay. Et du coup, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a vraiment cette comparaison entre le monde du travail, le monde du football, le dévouement, enfin l'implication sportive. Exactement, sauf que Nakata, on l'a dit, il vient de ce Bukatsu, donc cette formation à l'école un peu autoritaire et très stricte, et pourtant, à travers son identité, il va représenter le nouveau Japon, du moins le Japon qui est en train d'évoluer, parce que ce que vous savez aussi, c'est qu'à la fin des années 90, il y a une grave crise économique, et qui
propulse, pas qui propulse, mais qui sonne le glas du miracle économique japonais. Et en fait, Donc je suppose que ça déconstruit un peu aussi toute cette idée de se tuer au travail. Complètement, parce que tu en récoltes beaucoup moins les fruits, et puis il est peut-être temps aussi de se projeter sur une nouvelle vie. Donc le pacte social dont on parlait, ce lien entre les entreprises et les salariés, il commence à être mis à mal. Il y a surtout le travail précaire qui se développe et qui est maintenant très présent au Japon. Et la jeune génération, surtout, commence à se détacher de ce modèle de sacrifice-discipline. Et Nakata sort complètement du moule. Et en fait, avec ses cheveux teints, on le disait, il parle librement aux médias, il va jouer en Europe par son propre choix, et donc à l'opposé total de cette discipline collective pure, quoi. Qui était un peu à l'époque un foot sans imagination, très stéréotypé, etc. C'est ce qu'on reprochait beaucoup aux Japonais à l'époque, d'être en gros sur le papier tout est parfait. Tu sais, c'est un peu l'Espagne de Luis Enrique qu'il y a eu pendant des années. On va pas pour critiquer Luis Enrique, mais il y avait les mêmes critiques à l'époque de dire tout est parfait, mais c'est trop lisse et il se passe rien. Ça manquait d'imagination et surtout de prise de risque, quoi. Et donc, il a fallu s'ouvrir post-98. Alors, il faut savoir qu'ils font un mondial qui est vraiment pas beau, hein, avec 0 points. Ils sont dans le groupe de l'Argentine. C'est une petite équipe à l'époque. Oui, complètement. Mais donc, en plus, avec l'Argentine et la Croatie, Croatie qui fait demi-finale, on s'en rappelle évidemment. Et la Jamaïque, mais ils ont quand même réussi à perdre contre la Jamaïque. Et quoi de mieux qu'un entraîneur français après 98, donc après la victoire à la Coupe du Monde, qui est passé par l'Afrique, un énième sorcier blanc, qui s'appelle Philippe Troussier, et qui va donc rejoindre le Japon, être nommé sélectionneur juste après la débâcle de 98. Et il a cette phrase, je trouve, qui résume très bien ce qu'on vient de dire. Je suis pas venu pour apprendre aux Japonais à jouer au football. Ils avaient bien avant moi un très bon niveau technique. Mon travail, mon obstination a été de les endurcir. Okay. Et en fait, l'anecdote la plus célèbre qu'a fait Troussier, c'est après la Coupe d'Asie en 2000. Le Japon va gagner cette Coupe d'Asie, donc preuve que le travail de Troussier ça va vite, c'est très efficace porte ses fruits. En 2 ans, il arrive à déjà construire une équipe cohérente, mais c'est ce qu'il dit, j'avais pas besoin de leur apprendre à jouer au football. Ouais. Et ce qu'il va faire en fait pour les amener à cette autonomie, c'est que donc ils ont gagné, ils sortent du vestiaire tout contents, ils se dirigent dans le parking et là il y a plus de bus, quoi. Ah ouais. Et en fait, ce qui a fait Troussier, c'est qu'il s'est carrément barré avec le bus, avec tout le staff encadrant. Et il les a juste prévenus pour leur dire maintenant, si vous voulez rentrer au Japon, donc je crois que c'était au Liban, ouais, c'est ça. C'était pas, il n'a pas fait les choses à moitié, c'était pas en mode vous rentrez chez vous, démerdez-vous pour prendre un taxi. Exactement, et si vous voulez rentrer chez vous, vous vous démerdez, les gars. Okay. Et en gros, c'est cette idée de arrêter de croire que tout autour de vous, tout avance pour vous et que tout est structuré pour que vous continuiez. T'imagines, le pauvre, lui, du coup, il a quand même dû rentrer en bus du Liban. Ouais, là, l'empreinte carbone, elle est terrible. Hein. Si on y pense 2 secondes. En vrai, c'est moins pire que de prendre un avion, mais c'est surtout, ça doit être long quand même. Liban, Japon. Ah oui, non, je pense, non, en fait, il les a sûrement retrouvés à l'aéroport, tu vois. Les mecs, ils ont juste. Il n'y avait pas Uber à l'époque, mais c'est ça, ils ont juste fait taxi, aéroport, et ça a un peu flop le truc. Mais... Et la continuité de tout ça, c'est quand même qu'il y a un mondial 2002 qui a lieu au Japon et en Corée. Et en Corée du Sud, ouais, tout à fait. Et ça fonctionne. Hein. Le Japon finit premier de son groupe avant de s'incliner contre la Turquie. La Turquie, qui, on se rappelle, cette année-là, fait demi-finale. C'est une 3e place, je crois. Ouais, exactement. C'est une équipe qui est monstrueuse. Il n'empêche que le plafond de verre est cassé. Le système du Bukatsu reste là. Donc il y a toujours cette discipline qui est une colonne vertébrale. Mais à partir de cette génération, elle va se combiner avec un peu plus de lâcher-prise et de prise d'initiative plutôt. Et c'est précisément ce mélange-là entre la discipline collective et la liberté individuelle qui fait que il y a une patte dans cette équipe japonaise et il y a un vrai style, quoi. Ah, trop bien. Ok. Et du coup, il reste combien de temps, Troussier ? Il va rester longtemps. Après Troussier, il sera remplacé, je sais pas. Ok. Non, mais j'ai pas la date précise, pardon. Bon, qu'est-ce qui se passe après lui, du coup ? Ce qui se passe, c'est que la suite, c'est une progression presque ininterrompue. Après Troussier, ça continue avec Zico, qui avait déjà joué dans le championnat. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé dans les années 90. Le Japon va gagner une 4e... Donc Zico, sélectionneur. Ouais, exactement, pardon. Le Japon va gagner une 4e Coupe d'Asie en 2011. Et surtout, ils ne vont plus jamais manquer un mondial. Donc de 2002 à aujourd'hui, c'est 8 participations d'affilée, ce qui est un record de régularité pour une nation asiatique. Ouais, notamment avec une performance sur la dernière Coupe du Monde. Ouais, carrément, tu t'en souviens, en 2022, ils battent l'Allemagne, qui est championne du monde 2014, ils battent l'Espagne dans la même phase. Petit quiz, parce que je l'ai fait pendant les petits quiz qu'on avait fait avant la compétition de la Coupe du Monde. Combien de possessions de balles avait le Japon sur cette Coupe du Monde ?
sur ce match contre l'Espagne. Contre l'Espagne? Ah ouais, c'était un carnage, non? C'était genre du 27%. 17%. 17. C'est la victoire avec le plus petit pourcentage de possession de balle dans Ah ouais, dans c'est un ouf. match en Coupe du Ah Monde. ouais, ouais. Costaud, Voilà, c'était un costaud, petit costaud. quiz. Je te laisse enchaîner. Pas mal. Et donc, il choque le monde entier à cette Coupe du Monde où on se dit, là, ça y est, ils ont vraiment passé un cap. Et pour ce mondial 2026... Même déjà en 2018, ils avaient failli faire une énorme perf en éliminant la grande Belgique qui avait été jusqu'en demi-finale. Ouais, après. c'est vrai c'était quoi, joué ils en les avaient dernière tenus en minute. échec. Ouais, t'as raison, T'as raison, ils n'étaient pas passés loin de les sortir. But à la dernière minute de la Belgique qui les qualifie. Ouais, et même là, en 2026, ils arrivent comme la première équipe non hôte à se qualifier, c'est-à-dire tout pays confondu, c'est la première équipe à avoir atteint la qualification. Ils ont battu l'Angleterre à Wembley, ce que n'avait fait aucune autre équipe asiatique avant ça. Et c'est ça le plus beau dans cette histoire. Et pour finir cette chronique, c'est ça qui était amusant en fait de prendre ce parallèle en 36, où le Japon arrive comme un total inconnu dans une histoire sombre de son histoire, où le pays va connaître la guerre, va complètement être rongé de l'intérieur, et de voir qu'en fait 90 ans plus tard, il retrouve la Suède en étant la nation asiatique la plus régulière de l'histoire de ce mondial finalement. Et voilà, c'était un joli clin d'œil sur l'histoire, je trouve, pour mettre en avant ce pays. Trop bien, et merci Alex pour cette super chronique. Ça me rappelle une petite chronique qu'on avait fait à la Coupe du Monde 2022 sur le Japon justement, avec une spécialiste des mangas qui nous avait expliqué comment justement le manga Olive Tom avait façonné un petit peu la formation japonaise, et notamment en voulant créer des attaquants, et comment ça a évolué avec le temps avec le manga Blue Lock. Qui eux pour le coup forment des milieux de terrain maintenant, enfin s'inspirent de ce manga-là pour former des milieux de terrain. C'était un super épisode que j'ai vraiment pas voulu repomper, donc on est passé sur autre chose, mais réécoutez-les à je l'occasion. vous mets le lien en haut à gauche, là, en haut à droite pour vous pour que vous puissiez réécouter même tout quand ça. il place les caméras, il nous dit aller à gauche et à droite, mais c'est pas grave, on l'aime bien. Merci beaucoup Alex pour cette super émission. Profitez bien de ces derniers matchs de poule qui vont se terminer très rapidement avant enfin les 16e de finale, les matchs un peu à enjeu qui vont nous animer pendant toute la fin de ce mois de juin et tout ce début de mois de juillet. Évidemment, profitez bien de ces matchs, faites attention à la canicule, faites attention à vos proches et sortez couverts. Ciao à tous.